Voilà, on se retrouve en direct. Bienvenue sur les ondes de Radio Électron Libre qui libèrent les idées entre vos deux oreilles. Et oui, tout se passe entre les deux oreilles. On va poursuivre notre série ce soir en direct. On est le 12 septembre 2025 et il est 19h00 et 27 secondes à mon horloge. Alors, après les banques centrales, Trump et les BRICS, puis les normes environnementales, sociales et de gouvernance, aujourd'hui, épisode 4, les monnaies numériques des banques centrales, liberté ou contrôle total. On va examiner ces nouvelles formes d'argent émises par les banques centrales. Sont-elles un progrès pour notre quotidien ou un instrument de surveillance de chaque dépense? Alors, encore une fois, comme pour les autres épisodes, pas de théorie du complot, juste des faits concrets. Pour se questionner ensemble, je suis Vincent Vermeil et je suis ravi d'accueillir une fois de plus Pascal Borel, notre invité principal récurrent, connu sur X sous @4ovet24 pour ses analyses sur la géopolitique économique et sa résistance citoyenne. Pascal, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Eh bien, merci à toi, Vincent. Je suis à Castres, dans le sud de la France en ce moment, pour participer à une université populaire, conférence, on va dire des choses comme ça, organisée par Étienne Chouard. Donc voilà, je suis un peu loin à nouveau et je me la joue donc façon aldostérone au début de ces premières vidéos dans la voiture. Je salue tous nos auditeurs, je vous remercie d'être avec nous. D'accord, c'est une très jolie région, voilà. Alors, on va, donc c'est excellent en fait de pouvoir comme ça, grâce à la technologie, toi plus de 800 km ou 700 km et puis moi ici en Suisse. Alors on va essayer de vulgariser ça au maximum, comme si on expliquait à un ami autour d'un café, d'un verre de vin, n'importe. Et puis vous pouvez interagir, rejoignez le groupe Telegram de la radio Électron Libre, sujet, émission, le grand vol invisible. Alors envoyez-vous vos questions ou réactions en direct, on les lira pendant l'émission. Les monnaies numériques des banques centrales émergent dans les années 2010 avec des essais pilotes lancés par des institutions comme la Banque populaire de Chine. Officiellement, pour faciliter les paiements rapides et sécurisés, comme avec le yuan numérique testé depuis 2019 et utilisé par plus de 260 millions de personnes en 2023. Mais, en réalité, ces monnaies sont programmables. Elles peuvent expirer, après une date, être limitées à certains achats ou zones géographiques. Eh oui, c'est comme, la nourriture, quoi. Enfin, exemple historique, en Chine, le yuan numérique a été distribué lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, avec des allocations limitées à des dépenses locales pour stimuler l'économie. Alors, soi-disant, la propagande chinoise étant bien posée, c'était pour l'inclusion financière. Mais en fait, ça permet au gouvernement de tracer chaque transaction en temps réel. C'est impressionnant. Comme l'a admis Yi Gang, ancien gouverneur de la Banque populaire de Chine. Pascal, qu'en penses-tu? Est-ce le début d'un contrôle financier par les élites? Eh bien, Vincent, merci pour ta question. Oui, en effet, dans la forme que tu décris, c'est un contrôle du pouvoir, finalement, sur l'instrument que l'État devrait mettre à disposition de toutes les personnes qui échangent des connaissances, des biens et des services, à savoir l'argent, bien entendu. Et quand tu crées une monnaie entièrement numérique, mais qui est sous le contrôle du pouvoir sans des règles extrêmement strictes et bien établies, il est évident que ça n'est qu'un instrument de pouvoir. Au contraire des monnaies dites en blockchain, dont la masse monétaire est fixée une fois pour toutes et les banques centrales ne peuvent pas intervenir. Donc l'idée, et c'est ce que fait finalement le gouvernement européen aujourd'hui, c'est de développer une monnaie numérique, mais qui n'a rien à voir avec les crypto-monnaies que on a à notre disposition déjà en ce moment. Donc, ce que je dis simplement, c'est que oui, c'est un instrument de pouvoir aujourd'hui, mais si on l'encadre de règles qui redonnent sa souveraineté par voie constitutionnelle au peuple, ça deviendra un instrument de liberté absolue. Et tout dépend de la façon dont les gens vont l'utiliser. Il est évident qu'en Chine, c'est utilisé comme instrument de pouvoir. Nos amis chinois sont parmi les plus gros utilisateurs de Bitcoin, malgré que ce soit interdit.
Donc, voilà, pour l'instant, c'est un instrument de pouvoir. Est-ce que Madame Christine Lagarde, est-ce que nos amis européens, est-ce que Donald Trump, et on va en reparler dans un moment, va comprendre la chose différemment? C'est à espérer. Encore une fois, l'argent est un service rendu par le gouvernement à destination du peuple et à destination de tous les acteurs économiques de la nation. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Bon, alors on est d'accord, mais moi j'aimerais quand même savoir avec le Bitcoin. Avec le Bitcoin, on est basé simplement sur le fait que la masse elle est définie. Tu l'as dit avant, c'est-à-dire que le Bitcoin a été miné. Il ne reste plus beaucoup, je crois, à miner maintenant. Donc le volume total de la masse du Bitcoin est pratiquement maintenant complètement miné. Oui. C'est-à-dire, on a extrait l'or, si vous voulez. Pour expliquer aux gens le minage, c'est un peu le système, c'est les ordinateurs qui calculent, et pour chaque bitcoin, il y a un calcul qui est effectué, etc. Et tout ça est géré et contrôlé de manière très stricte par le système de blockchain. Maintenant, moi, ce que je trouve, c'est que tout ça, ça s'accélère, hein, parce qu'on a des partenariats qui se sont faits avec des géants technologiques, et bien souvent, on constate que c'est avec des conflits d'intérêts. Je vais donner un exemple. La Banque Centrale Européenne, puisque tu parlais de Christine Lagarde, a annoncé en juillet 2025, il n'y a pas longtemps, une accélération du projet d'euro numérique. Elle vient de remettre une couche il y a, je crois, si mes souvenirs sont justes, pour que tout ça marche. D'abord, c'était prévu en octobre 2025. Là, c'est repoussé, je crois, en novembre, d'accord. Mais c'est quand même assez extraordinaire parce que ça risque de créer, je dirais, avec les crises qui existent actuellement, ça pourrait justifier des limites sur les achats, par exemple, de carburant, qui, encore une fois, puisqu'on garde toujours de l'idée que depuis le début de cette émission, toutes ces actions, ces réactions profitent une fois de plus aux élites, par exemple, du secteur des éoliennes ou de l'île verte, quoi, comme on pourrait dire. Alors moi, je pense bien, mais maintenant, tous ces bitcoins, ces choses comme ça, elles sont adossées à quoi pour finir? De physique. Avant, on avait l'or, on avait l'argent, on avait, voilà. Toi, tu parlais avant de dire qu'on doit définir une masse monétaire. Alors, il faudrait essayer d'expliquer de manière la plus simple possible comment serait adossée et à quoi exactement serait adossée cette monnaie numérique, cet argent. Ouais. Écoute, dans nos universités, on enseigne à nos têtes blondes que la valeur d'une monnaie se définit autour des actifs tangibles de la Banque centrale, des infrastructures du pays pour créer de la valeur et du travail des citoyens. Mais en fait, dans les universités, on t'apprend que 90% de la valeur d'une monnaie vient de ces trois facteurs. Mais en fait, ces trois facteurs ne tiennent que pour 10 ou 20% au maximum de la valeur d'une monnaie. La valeur d'une monnaie ne tient que par le nombre de personnes qui lui font confiance. Et au moment où tu as différentes méthodes de calcul d'une masse monétaire nationale, c'est M1, ME2, M3, M4. Et ce qu'il faut faire, c'est prendre une moyenne de M2 et M3 et d'augmenter la masse monétaire au 31 janvier de chaque année, quand on connaît la croissance effective du pays, en fonction de la croissance réelle de l'économie. Ou de réduire la masse monétaire s'il y a décroissance de l'économie. Et comme ça, on a une valeur. On a une valeur de la monnaie qui est non pas adossée à des actifs tangibles, travail des citoyens, infrastructures, mais qui est adossée uniquement, comme le Bitcoin, au nombre de personnes qui lui font confiance dans un État. Et c'est très important, on va y revenir en parlant de Donald Trump dans un instant, parce que il est en train de faire passer un certain nombre de lois qui vont créer une forme de dumping sur le dollar. Et son idée, vraisemblablement, c'est de diminuer la dette américaine en fusillant le dollar littéralement. Et il a fait passer un certain nombre de lois qui autorisent maintenant l'utilisation du Bitcoin au niveau de la comptabilité. C'est-à-dire que je rappelle juste une chose. Je pars dans différentes directions, mais je suis obligé, Vincent. Tu me laisses encore 30 secondes pour expliquer ça. Voilà, admettons qu'une entreprise achète pour 1 million de bitcoins et que comme c'est très volatile au départ, tout d'un coup, ce 1 million de bitcoins n'en vaut plus que 800 000. Et puis 6 mois plus tard, c'est remonté et ça vaut 1 400 000.
eh bien, en termes comptables, la société n'a pas le droit de valoriser son Bitcoin, sa réserve de Bitcoin au cours de marché. Elle est obligée de valoriser au cours le plus bas, c'est-à-dire 800 000. Et ça, une simple règle comptable complètement obsolète, qui ne tient pas compte de la valeur du marché, rend le Bitcoin inutilisable pour les grandes sociétés. Or, Donald Trump vient de faire passer de nouvelles lois qui donnent sa légitimité, entre guillemets, à la technologie de blockchain. Alors, c'est essentiellement pour le Bitcoin, parce que c'est celui qu'on utilise le plus, mais potentiellement, ça touche d'autres types de crypto-monnaies qui sont elles aussi adossées à des technologies de blockchain, à savoir définition de la masse monétaire totale dans une crypto et valorisation de celle-ci par le nombre d'utilisateurs et la confiance que ces utilisateurs ont en la monnaie. Ce qui est effectivement exactement ce qui s'applique aux monnaies actuelles, mais aujourd'hui elles sont, j'allais dire, sous le contrôle des politiques, sous le contrôle d'influences exogènes. Et Madame Christine Lagarde, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de dire on va faire une monnaie numérique, mais on ne va pas définir les règles qui permettent de définir cette masse monétaire. Donc on va laisser à l'appréciation de la banque centrale et évidemment la création monétaire des banques commerciales aussi, c'est une évidence. On va laisser aux politiciens et aux banques centrales le soin d'augmenter la masse monétaire, mais surtout, ça nous donnera un contrôle total sur toutes les dépenses de tous les citoyens. Et ce que tu viens de dire est tout à fait exact. Si le gouvernement pense que tu as déjà consommé suffisamment de pétrole pour la semaine ou pour le mois, parce que tu as un quota donné, eh bien, on pourra limiter tes achats de pétrole à la station-service et ne t'autoriser que l'achat de denrées de base, les denrées alimentaires, par exemple. Et le but, c'est d'instaurer un contrôle encore plus grand. Alors, tu as des économistes qui viennent t'expliquer, c'est pour réguler l'offre et la demande, pour réguler le marché, comme on utilise les taux d'intérêt pour réguler le marché. Alors, tu peux le voir comme ça. Mais encore une fois, c'est de la prise de contrôle. Il vaut beaucoup mieux au niveau des monnaies que des règles bien définies aient été mises en place pour permettre que l'appréciation de la monnaie se fasse en fonction, comme je dis, de la confiance des utilisateurs. Ce qui est le cas du Bitcoin aujourd'hui. C'est Pascal. Moi, je comprends ce que tu me dis. Mais alors, l'histoire d'adosser la valeur de l'argent ou de la monnaie à l'or, à l'argent des métaux précieux ou des matières précieuses, on en fait quoi? C'est très simple, hein. Que tu utilises comme monnaie un coquillage comme ça se faisait en Indonésie, par exemple, il y a très longtemps, que tu utilises un billet de banque, que tu utilises un métal précieux, un métal précieux. L'or n'est pas plus précieux à part dans l'imagination du terrien moyen. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit l'étalon utilisé, c'est toujours la confiance de la personne qui est en face de toi, qui accepte ça en échange. Par exemple, tu lui amènes quelques kilos d'or, lui, il te donne une maison dans laquelle tu peux habiter, il a confiance en ton or. Et c'est là que il faut vraiment comprendre ce que c'est que l'argent. Le billet de banque avec lequel tu vas acheter ta baguette, ton steak, tes légumes et tes fruits, eh bien, le commerçant l'accepte comme ayant une valeur réelle qui lui permet de te donner toutes ces victuailles. Et ce que je te dis simplement, c'est que le billet de banque en lui-même ne vaut rien, il vaut 5 centimes à l'impression. Mais il est accepté, tout le monde a confiance dans le fait qu'en fait, il vaut 100 francs d'équivalent matériel. Ouais. Et que ce soit de l'or, que ce soit des métaux précieux en général, de l'argent, du cuivre, du zinc, nickel, cobalt, tout ce que tu veux, que ce soit des pierres précieuses, que ce soit, pourquoi pas, des œuvres d'art, eh bien, ça ne change rien. L'essentiel, c'est qu'il y ait des règles qui permettent que tout le monde soit égaux devant l'argent. Il faut que tous les citoyens soient égaux devant la valorisation de l'argent. Et si tu donnes à un tout petit nombre, appelé en général banque centrale ou politique, le soin, le pouvoir, en fait,
d'augmenter la masse monétaire, de définir les taux d'intérêt de façon complètement arbitraire qui ne suit pas la loi du marché, de l'offre et de la demande, tu donnes à ces gens-là une arme qui déstabilise totalement l'ensemble de l'économie. Alors, moi, j'entends tes explications, Pascal. Elles sont, là, tu vulgarises au maximum, et je suis content parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment complexe. Moi, j'ai une interrogation qui me vient maintenant à l'esprit. Est-ce que ça ne risque pas, à force de développer ce genre de monnaie justement qui est manipulable par les politiques ou l'État, une mafia derrière, quoi? Est-ce que ça ne risque pas de provoquer une espèce, notamment sur les marchandises, je pense à l'essence, je pense à des marchandises de base, est-ce que ça ne provoquerait pas, on va dire, du marché noir derrière? Alors, ça peut, évidemment, ça peut. Le fait est que, encore une fois, c'est une question d'offre et de demande. Et la monnaie, si elle est, tu sais, dans le cadre d'une entreprise, pour un entrepreneur, il y a deux risques majeurs. C'est l'instabilité légale, si les règles légales changent alors que sa société est en route, et c'est l'instabilité monétaire, à savoir la capacité d'un État de baisser la valeur de la monnaie par l'inflation et autres. Parce que ça veut dire qu'il peut pas faire de prévision, une comptabilité prévisionnelle sur le long terme. Donc, je répète, il y a deux risques. Le risque d'instabilité légale et d'instabilité monétaire. Donc, le but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que des gens aient confiance dans les règles qui nous unissent autour de la valeur de la monnaie. Et si tu enlèves à ces politiciens, à ces banques centrales, la capacité de gérer la valeur même de la monnaie par leur intervention au niveau des taux d'intérêt, par leurs interventions au niveau de l'augmentation artificielle de la masse monétaire, eh bien, tu redonnes à l'économie j'allais dire, la substantifique moelle dont elle a besoin pour pouvoir échanger tous ces biens, ces connaissances et ces services. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? Il me semble que je me suis peut-être un peu écarté. Oui, moi j'essaie d'être vraiment terre à terre et je suis en train de penser au kidam, à la ménagère de moins de 50 ans, comme dirait l'autre, qui nous écoute, et je me dis mais qu'est-ce que ça m'influence moi? Parce qu'à quelque part, quand je parlais de marché noir avant, on a des exemples avec par exemple le tabac qui est surtaxé partout à peu près dans le monde, où en fait le paquet de cigarettes entre guillemets aujourd'hui ne vaut réellement que, mettons, 80 centimes et le reste du prix, c'est les taxes qui vont dans la poche de l'État. Et ça a provoqué, et ça provoque encore aujourd'hui, un marché noir assez considérable. Alors, je suis en train de me dire, pour on va dire, moi, par exemple, j'ai une voiture et je veux mettre de l'essence dedans. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un risque à ce que les gens passent outre le système parce que c'est trop cher ou etc. et commencent à développer en arrière-plan un marché noir. Donc, ce sera pour l'essence, ce sera pour la nourriture peut-être. Vous avez des paysans qui vont vendre sous le manteau on va dire des patates, du riz et autres. Ils vont vendre ça sous le manteau pour pas justement avoir à subir cette pression mise en place par l'État. Alors, pour encadrer ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on doit inscrire ça, par exemple, tu parlais que tu étais avec Étienne Chouard, est-ce qu'on doit inscrire ça dans la Constitution, c'est-à-dire de définir de manière très simple, toujours comme tu le disais l'autre fois, la Constitution doit être compréhensible pour un enfant de 7 ans. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas, à un moment donné, mettre cette formule de calculation que tu as donnée avant, l'inscrire dans la Constitution et qu'elle soit si possible, immuable. C'est un état de fait, Vincent. Je te félicite pour cette analyse. Il est évident, mais ce sont deux choses différentes. Je vais te dire que l'inflation, donc l'augmentation de la masse monétaire, est le plus injuste des impôts, des taxes. Pourquoi? Ça permet à l'État de te voler ton argent sans même t'envoyer une facture d'impôt. Et par contre, les impôts sur le tabac ou sur l'énergie, il est évident qu'il faut revenir à la valeur réelle des produits que l'on consomme en définissant par voie constitutionnelle, une fois pour toutes, le budget de l'État. Et si tu fais ça,
Ça veut dire que toutes les taxes disparaissent. Tu consommes enfin tes cigarettes, ton verre de vin, ton repas au restaurant, ton computer, ta voiture, tes habits, en dehors des taxes étatiques. Aujourd'hui, quand tu mets 100 francs d'essence dans ta voiture, il y en a 80 pour l'État. Quand tu achètes un paquet de cigarettes à, disons, 8 euros ou, disons, 10 euros, il y en a 9 pour l'État. Et c'est cette multitude de taxes prises absolument partout qui peut conduire au marché noir. Et c'est pour ça que, je le dis tout le temps, les seules civilisations qui ont un avenir sont celles dans lesquelles on est tous égaux devant la loi, la Constitution, la valeur de l'argent, puisque c'est ce dont on est en train de parler, et enfin, donc j'ai dit égaux devant la loi, devant la Constitution, devant la valeur de l'argent et devant la fiscalité. La fiscalité, c'est tellement important, mais c'est tellement éloigné de nos concepts d'aujourd'hui de penser que on doit définir le budget de l'État. Mais c'est éloigné. Voilà. Pascal, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est éloigné des gens. Pourquoi? Parce que derrière, on nous raconte n'importe quoi. On complexifie les choses pour dire non, mais Monsieur Vermeil ou Monsieur Borrell, vous êtes trop con pour comprendre. C'est un peu ça. Mais non, à quelque part, non. Dans une émission précédente, tu parlais je crois, du budget de l'État entre 15 et 17% du PIB. Oui, entre 13 et 17%, voilà, c'est juste. Si mes souvenirs sont justes. Mais pourquoi on le fait pas? Pourquoi à un moment donné, par exemple en Suisse, on a une possibilité qui est quand même assez fabuleuse, qui est la démocratie, semi-directe, mais pourquoi on n'en serait pas une initiative populaire pour imposer au niveau fédéral, d'accord, ce système-là? C'est exactement ce que j'ai écrit dans mon livre 2024. Et je dis simplement que avec 3,5% de la population qui se soulève contre le système actuel, le gouvernement n'aura aucun choix autre que de nous proposer les nouvelles structures dont tu es en train de parler en ce moment. C'est absolument indispensable. Si on le fait, on donne à nos enfants un outil économique qui est tellement efficace parce qu'ils vont conserver au minimum 60% de leur création de valeur en pouvoir d'achat pour eux-mêmes. Mais en plus... Oui, donc ils bosseront pas pour l'État, ils bosseront pour eux, les gens. Ils bosseront pour eux. Enfin. Mais c'est hallucinant parce que... J'ai pas tes compétences économiques, Pascal, j'ai pas tes compétences économiques. Mais moi, de manière logique, j'essaye de réfléchir de manière logique depuis des années. Et je suis en train de regarder ce qui se passe maintenant depuis que j'ai l'âge de comprendre un peu comment fonctionne le pognon, comment fonctionne la société. Mais on va droit dans le mur. Parce que depuis que je suis né, j'ai vu tout, absolument tout augmenter. Et ça augmente, sauf qu'il y a un monstre décalage entre l'augmentation on va dire, de ce que rapporte le travail des gens et puis le coût de ce qu'ils achètent derrière. Et je suis en train de me dire, et je pose des fois la question quand je donne des réponses sur les réseaux sociaux, je demande, sans jamais avoir de réponse concrète, j'ai abordé quelques politiciens par-ci par-là, et j'ai jamais eu de réponse quand je demande où va l'argent. On a maintenant à peu près 40%, dans d'autres pays c'est plus, mais moi je parle de la Suisse puisque j'y vis, voilà. On a à peu près 40% du pognon, de la valeur des choses qui fout le camp dans les caisses de l'État. Et avec cet argent, on nous promet monts et merveilles, mais on n'a jamais rien. C'est-à-dire qu'on a tous les coûts qui explosent. On parle de la santé. Ce matin, j'ai vu que tu as posté quelque chose sur les assurances maladie. Donc, on a ça qui augmente. Mais par contre, derrière, on a des prestations. Et bientôt, on va devenir le tiers-monde. Bon, il y a encore de la marge, mais le tiers-monde du système médical suisse. Dans d'autres pays, pour avoir un rendez-vous avec un expert, par exemple, eh bien, dans les quelques heures, notamment, je pense aux pays asiatiques, notamment la Chine ou le Japon, où en quelques heures, vous pouvez avoir votre rendez-vous. Et puis chez nous, en Suisse, en payant des fortunes, d'accord, environ 500 francs par mois en moyenne maintenant, on doit attendre 1, 2, 3 mois pour pouvoir avoir un rendez-vous. On est dans un... Non, mais c'est paradoxal. D'un côté, on demande aux gens de payer plus et puis d'avoir moins. On a la même chose avec les services publics.
les prix des timbres-poste. J'essaye de rester terre à terre pour que les gens comprennent. Le prix du timbre-poste était au départ à 90 centimes, maintenant il est passé à 1 franc 20, on a fait 2 types de courriers différents pour 2 vitesses, et puis on a les services, on a les postes qui ferment, on a les services postaux qui s'érodent gentiment, petit bout par petit bout, et on est là, on a la même chose avec beaucoup de domaines du service public qui sont en train de disparaître, purement et simplement. Et puis par contre, les coûts augmentent. Les coûts augmentent. Et c'est une folie. Qui est toute simple. Mais oui, mais c'est une folie, Pascal. C'est de la folie. Mais c'est monstrueux, mais c'est pourquoi? Parce qu'on introduit des intermédiaires financiers entre le client et le prestataire de service, entre le médecin et le patient. Ah, mais c'est des punaises de lit. Des punaises de lit. Des parasites. Mais bien sûr. Des morpions. Et ils prennent leur commission au passage. Et à partir du moment où tu autorises des intermédiaires financiers, il est normal qu'ils se gavent tant que le cadre légal et constitutionnel les y autorise. Bon, Pascal, on lance quand cette initiative? Pour être dans le concret, on lance quand cette initiative pour en tous les cas pour la Suisse, cette initiative pour à un moment donné taper du poing sur la table et puis dire ça suffit. Parce que là, on est dans un contexte qui est où les gens, moi je vois autour de moi concrètement, et je pense pas que nos auditeurs vont me contredire et me dire c'est pas vrai, tu racontes des conneries. On a des gens qui arrivent, de plus en plus de gens, plus de 21% de la population qui a du mal à joindre les deux bouts tous les mois, mais on va encore accepter une augmentation de l'assurance maladie, une augmentation de ceci, une augmentation de la TVA pour payer l'AVS, une augmentation. On est dans un délire total. Les gens n'arrivent plus à vivre. Le prix du panier quand tu vas faire tes courses. Eh bien, tout ça est dû à une chose. Tout ça est dû à une chose, c'est l'absence de tiers regard citoyen. L'impunité, l'omerta sont les plus grands encouragements au crime. Et tant que le citoyen n'a pas un principe, n'a pas un droit de tiers regard sur chaque franc dépensé par l'État, il est bien clair que ceux-ci dépensent l'argent comme ils en ont envie. Mais ça fait 200 ans que c'est comme ça. Ça fait 200 depuis 1848 que c'est comme ça. Ça fait presque 200 ans où gentiment on a érodé, par exemple, dans certaines commissions qui normalement devraient contrôler certaines choses, on a juridiquement et légalement, on a érodé leur pouvoir de contrôle. Par des décisions de justice qui ont été prises par des gens, en plus de ça, des fois des gens qui avaient 2 casquettes et qui ne devraient pas s'en mêler, hein, et ces gens-là, au niveau de certaines lois, de certaines normes ou d'ordonnances, depuis 1848, eh bien, érodent petit à petit ce qui avait été mis en place au départ. Oui, mais tu as raison, mais c'est même pire que ça, parce que même au niveau de la justice, on paye le cadre légal par l'impôt citoyen, par nos impôts directs, indirects, pourquoi pas. Donc tu parles des salaires, des salaires des juges. Tu parles des salaires des juges, des huissiers, des enquêtes qui sont faites, etc. Quand tu dis qu'on paye. Oui, bien sûr. Je parle véritablement de la justice en général. Je te donne un exemple. Moi, j'ai été pris dans une mouvance sur laquelle je vais pas revenir. J'en ai fait plusieurs vidéos que tu trouves sur 8024, la chaîne sur YouTube ou autre, où je décris la façon dont les articles de loi existent, mais ne seront appliqués que si je paye la juge ou le juge en direct. Donc, j'ai des frais de justice, et si je dépose pas entre 1000 et 5000 francs pour payer en plus que j'ai déjà payé par mes impôts, les articles de loi existent, mais ils ne seront pas appliqués à mon cas. Et quand j'ai expliqué ça en vidéo, il y a des gens qui m'ont dit, mais d'habitude, vos interventions sont bonnes, mais là, vous êtes au-delà du raisonnable, etc. Mais j'ai tous les papiers pour le prouver. J'ai écrit Donc, c'est ça. C'est uniquement des objectifs financiers. Et c'est tout le temps la même chose. Et dès que tu as un intermédiaire financier ou que tu autorises l'État à ponctionner pour simplement appliquer les articles de loi de l'argent en direct et qu'ils ont comme complices les juges, les avocats, les notaires, etc., etc. Eh ben, ils ont tellement raison de s'en servir. Parce que eux augmentent leur qualité de vie, ils se justifient, ils ont une plus belle voiture, une plus belle maison, une plus grosse piscine, de meilleures écoles pour leurs enfants. Et tout ça, pourquoi? Parce que le peuple n'a pas le tiers regard. Si le peuple a un tiers regard systématique sur l'argent dépensé par l'État, eh ben, il va s'apercevoir de ça. Ça va responsabiliser les personnes qui sont à la tête de nos systèmes de gouvernance ou de la justice.
Parce que s'il est avéré qu'il se gave, mais de façon indue, sans apporter les services pour lesquels on les paye in fine, eh bien, c'est clair qu'ils vont être responsabilisés. Donc, il faut venir, et c'est ce que je t'écris dans 2024, il faut donner un principe de tiers regard. Mais c'est plus qu'une transparence. C'est que toutes les décisions de justice, tous les interrogatoires, tous les papiers, dès que quelqu'un fait appel à la justice, en général, au système judiciaire légal, il doit savoir une chose, c'est que tout sera d'accès public. Ouais. Et ça va faire réfléchir ceux qui utilisent le cadre légal à mauvais escient parce qu'ils vont montrer leur vrai visage, et ça responsabilisera les juges qui ne pourront pas dire, ou plutôt rendre des décisions de justice sur la base d'intérêts politiques ou d'intérêts financiers. Ouais. Sinon, ils seront l'opprobre du reste de la population. Ils devront vivre dans la honte, et tu peux pas vivre dans la honte toute une vie. C'est pour ça qu'on veut responsabiliser les individus. Alors moi je pense que donc on est en train de vivre encore une fois dans un monde à l'envers, puisque en fait d'après ce que je peux comprendre de tes explications, il faudrait une traçabilité complète de l'État. Oui, donc justice compris, il faudrait une traçabilité complète de l'État. Alors, il y a mais quand Vincent, pourquoi? Parce que ce que tu payes t'appartient, Vincent. Quand tu payes, l'État est un centre de coût, il ne sera jamais un centre de profit. Donc, ce que tu payes, d'accord, tu as le droit d'en faire ce que tu veux, tu as le droit de regarder comment il fonctionne, tu t'achètes une montre, tu peux l'ouvrir, tu peux regarder à l'intérieur, tu peux la casser si tu veux, tu peux l'utiliser. Alors aujourd'hui, c'est un fantasme. Aujourd'hui, c'est un fantasme de pouvoir demander des comptes à l'État. Moi, j'en ai fait aussi dans mon histoire dans mon vécu, j'en ai fait aussi l'expérience de manière assez énorme. C'est quand on demande des comptes à l'État, des justifications à l'État, on n'en a pas. Ou alors il faut se battre pendant des années. Moi, je me suis battu pendant plus d'une décennie, pour faire reconnaître que l'État avait eu tort par rapport à moi. Mais pendant plus de 17 ans, je me suis battu pour essayer de faire reconnaître certaines choses. Mais c'est complètement fou. Donc on oblige maintenant, par exemple, pour revenir à quelque chose de concret pour les gens, on les oblige, par exemple, un paysan, on va l'obliger de tracer toute sa viande, tout son lait, toutes ses cultures, etc. Et puis, d'un autre côté, on oblige aussi les gens avec l'histoire de la monnaie numérique, on va pouvoir tracer tout ce que les gens font, achètent, vendent, etc. Ok. Mais par contre, derrière, l'État. Eh ben non, alors l'État, la transparence, non, l'État c'est secret de fonction, c'est immunité, c'est secret des affaires, et blablabla, et blablabla. Mais à un moment donné, exactement, mais à un moment donné, ça peut pas durer, on va dans le mur. Mais complètement, écoute, moi j'ai vécu en montagne, je vis en montagne depuis plus de 20 ans. Ok. J'ai un voisin qui a une vingtaine de magnifiques vaches valaisannes qui produisent du lait, qui sont des reines valaisannes, qui combattent. C'est des animaux extraordinaires. Et il les sort tous les printemps. Puis après on est très copains avec mon ami Laurent, que je salue au passage. Je lui dis, Laurent, vends-moi s'il te plaît quelques litres de lait de tes vaches en direct. Puis il a refusé. Pourtant, on est amis, on vit l'un à côté de l'autre. On est à 200 mètres l'un de l'autre, nos maisons. Et il me dit, mais Pascal, j'aimerais tellement te vendre du lait comme tu allais le chercher à l'époque. Mais si quelqu'un me voit te vendre du lait, ou plutôt te voit arriver chez moi la boîte vide et repartir la boîte pleine, ils se sont donné les instruments légaux pour me retirer mes bêtes. Et c'est un homme, il vit pour ses bêtes. Mais c'est hallucinant. Mais c'est hallucinant. C'est insensé, donc c'est hallucinant. Moi, j'avais 8 ans, j'avais 8 ans. Un instrument de contrôle. J'en ai 53 aujourd'hui. J'avais 8 ans. Moi, je me rappelle, j'habitais à Épande, sur les hauts de Fribourg, à côté du Mouret, une ferme qui s'appelait le Revers. Et à côté, il y avait un paysan, monsieur Egersviller, qui avait des vaches laitières. Et il était à 300 mètres. Et j'allais à 8 ans avec mon petit bidon de lait, chercher mes 4 litres de lait, frais et tout. Et le paysan
prenait son litre là, et il allait dans la boîte et il mettait 4 litres, et en plus avec ses gros doigts, des fois la main était pas très propre. Il enlevait parce qu'il y avait encore un petit bout d'herbe qui s'était mis dans mon pot de lait, et il enlevait avec ses gros doigts le bout d'herbe, et on lui donnait 2-3 francs, je sais plus, j'ai plus en mémoire le montant que mes parents me donnaient pour le payer, et puis ça allait très bien, et j'ai jamais été malade. Mais c'est une évidence, Vincent, c'est une évidence. Ce sont des instruments de pouvoir. C'est comment prendre le contrôle. Pourquoi? Parce que chaque litre de lait qui est donné au fromager, qui centralise la totalité de la production à l'échelle d'une vallée, eh bien, ce sont des impôts qui sont tirés pour l'État. Et c'est pour ça que je te dis, nous devons être tous égaux devant la fiscalité. Parce que aujourd'hui, ceux qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, ils payent aucun impôt, il faut être clair. C'est la classe moyenne qui paye des impôts. Et tant qu'on n'applique pas un taux unique qui définit le budget de l'État en pourcentage de ce que produisent tous les acteurs économiques de la nation, nous n'aurons jamais une civilisation qui va fonctionner. Ça créera des disparités, des mécontents. C'est fait finalement pour empêcher les gens d'avoir une vie sereine, une vie accomplie, dans laquelle ils se sentent respectés et égaux devant les règles qui sont censées nous unir. Donc, c'est une absolue évidence. Ça met sur la tête des gens une épée de Damoclès, avec la monnaie numérique, une épée de Damoclès en permanence, où les gens ne pourront plus vivre librement. Donc, on sera dans une prison à ciel ouvert, quoi. Parce que c'est une épée de Damoclès. Je te donne encore un exemple. Je suis obligé, Vincent. Excuse-moi, je te coupe la parole. Non, vas-y. Je suis avec un juge. Un jour au Portugal. Et on fait une course en vélo, en peloton, avec des ex-professionnels. C'est magnifique. Et puis, les étapes se terminent tôt. On va manger une glace, quelque chose dans l'après-midi. Puis je lui dis, je vais pas mentionner de nom. Je lui dis, écoute, le système, parce que c'est un homme intègre, c'est un homme qui a une conscience, qui veut travailler correctement. Puis je lui dis, oui, mais attends, on est dans un système où si on applique la loi stricto sensu, plus de 80% de la population devrait être mise en prison. Puis il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, je te donne juste un exemple. On pratique des donations du sang dans le cadre de l'école de recrues. On a fait un test de dépistage à l'aveugle pour savoir quel était le pourcentage des recrues suisses qui avaient consommé au minimum une substance illégale qui t'envoie à l'amende, en prison, avec un casier judiciaire à l'appui. Et on a fait un dépistage pour savoir quel était le pourcentage de ces jeunes recrues qui avaient consommé une substance qui les envoie en prison ou qui leur met un casier judiciaire. D'après toi, on est à combien de pourcents? Eh bien, Vincent, je vais pas te faire languir. On est à 88%. Ah, moi, j'allais dire 80, ouais. J'allais dire 80, ouais. J'allais dire 80, ouais. Eh ben, 88%, pardon, pour parler français. Suisse. Et le point que je veux faire, c'est très simple. C'est qu'en effet, c'est une épée de Damoclès. C'est toi qui viens de le dire, qui est utilisée comme un instrument de contrôle, non pas pour unir des citoyens, mais beaucoup plus pour les diviser. Oui, parce que c'est la porte ouverte à la délation. C'est la porte ouverte à la délation. Mais bien sûr, on nous force à être ce qu'on ne veut pas être aujourd'hui. Et c'est comme ça. Donc, le cadre légal, il doit être réécrit tout comme la Constitution. Un cadre légal doit être lisible par un enfant de 10 ans parce que nul n'est censé ignorer la loi. Quand à 110 000 pages, comme en France, de règles légales, 110 000 pages, eh bien, de nul n'est censé ignorer la loi, c'est devenu nul n'a le droit de comprendre la loi. Et la loi est utilisée pour défendre des intérêts spéciaux, des intérêts du pouvoir, des intérêts financiers, et c'est comme ça que ça se passe. Donc, les cryptos, pour revenir au sujet des cryptos, oui, on s'éloigne un peu, mais bon. Non, on s'éloigne un peu, mais je pense que c'est important de comprendre le contexte, et tu le fais très très bien, Vincent, je te remercie. Et les cryptos, elles sont là pour rétablir une équité de traitement, j'allais presque dire, entre tous les citoyens pour que nous soyons tous, encore une fois, égaux devant la valeur de l'argent. La crypto, alors, je vais, si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué jusqu'à présent, Pascal, la crypto ne fait pas l'équité nécessairement. Ce qui va faire l'équité, c'est que les populations, dans leur constitution, définissent les bases de calcul qui permettent justement d'éviter les abus.
Mais bien sûr, j'en ai discuté encore il y a quelque temps avec des super top financiers. C'est des gars qui ont été à la tête des plus grosses banques, qui ont été à la tête de fonds souverains qui pèsent des centaines de milliards dans les Émirats, Oman, Koweït, etc., etc. Et c'est exactement ce dont on parlait. Parce qu'aujourd'hui, on est au mois de septembre 2025, et puis on voit que tout ce système de monnaie numérique avance rapidement. Hein. On voit, comme tu l'as dit avant, aux États-Unis, Donald Trump a signé un décret, je crois que c'était au mois de janvier, pour arrêter tous les travaux sur les monnaies numériques de détail, d'accord, craignant un état de surveillance, d'accord. Et puis on a, comme dernièrement, Christine Lagarde, elle, qui par contre pousse à l'euro numérique avec des tests pilotes. Alors, elle pousse elle pousse à l'euro numérique pour la prise de contrôle. Ah oui, mais les tests sont vachement développés. Il pousse le Bitcoin parce qu'il est en train de lâcher le dollar. Il y a un phénomène là derrière. C'est que on l'a vu aux États-Unis avec l'intervention de Elon Musk et Trump dans DOGE, Department of Government Efficiency. Ils se rendent parfaitement compte qu'ils ont pu restructurer en partie l'éducation, en partie la santé, en partie éliminer certaines organisations gouvernementales, encore OG, encore appelées ONG. Mais ça n'est pas suffisant pour faire tomber toutes les agences gouvernementales. Parce que elles sont toutes, que ce soit tenu par des républicains, des démocrates de gauche, de droite, du centre, des écolos, des verts, tout ce que tu veux, ils ont tous mangé dans la même assiette. Donc, ça veut dire que si tu veux faire tomber ces agences, la meilleure façon de faire, c'est faire tomber le dollar en utilisant de la crypto. Et je me permets, les indicateurs qui me permettent de dire un truc pareil, c'est quoi? C'est que Donald Trump vient de passer sa fortune est évaluée, je crois, à 5,3 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. J'ai plus le chiffre exact. Moi, c'est 5 francs 30, si jamais. 5 francs 30, voilà, ma fortune. Alors, il y a quand même un gros problème. Il faut rappeler aux gens, parce que 5,3 milliards de dollars. Pascal, il faut rappeler aux gens, parce que les gens n'ont pas la notion, je le répète souvent ça, mais les gens n'ont pas la notion, qu'est-ce que c'est 1 milliard de francs? Alors, ou d'euros, il faut bien comprendre, il faut bien que les gens comprennent, ils ont 10, 20, 1000 francs, 2000 francs à la banque, d'accord? Eh bien, le milliard, 1 milliard d'euros, ou de francs, c'est 999 millions de francs suisses plus 1 franc. Et ça, il faut bien que les gens prennent cette notion-là en tête, parce qu'on parle de milliards, on parle de millions. 1 million, c'est 999 000 francs plus 1 franc. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que, mais alors, Vincent, je te donne une autre analogie. Oui. Je veux te donner une analogie qui est très simple. 1 million de francs, c'est 30 centimètres de billets de 1000. C'est 30 centimètres, 1 million. Et 1 milliard, c'est la Tour Eiffel. Voilà. D'accord? Donc, entre 30 centimètres et la Tour Eiffel, il y a quand même une sérieuse différence. Oui. Eh bien, un monsieur comme Trump, il a plus de 5 milliards d'actifs officiels et il vient d'en mettre au minimum 20% en Bitcoin. Et certaines estimations, parce que certaines de ces transactions sont restées cachées, mais il y a des gens qui disent que 50% de la fortune de Donald Trump aujourd'hui est en crypto. Or, c'est quand même un investisseur quasi professionnel. Il a fait ça toute sa vie. Alors, OK. Donc, ça veut dire que quand un investisseur professionnel met 20% de son capital ou plus sur un seul actif, c'est que soit il a des données, des inside information, comme on dit, soit il a une thèse d'investissement qui est extrêmement puissante. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Moi, je Quand pense tu vois que Donald Trump met quasi la moitié de sa fortune en Bitcoin à l'heure actuelle, c'est parce que il va dumper le dollar, lâcher le dollar au profit des cryptos. Et c'est la meilleure façon d'éliminer toutes ces agences gouvernementales, encore appelées ONG, parce que elles sont adossées au dollar. Mais donc, ça veut dire que si tu veux éliminer ces gens, c'est la meilleure façon de faire. Oui, mais ça n'éliminera pas les banques centrales qui se jouent de nous depuis qu'elles existent, depuis qu'elles ont été créées. Alors, je t'adore, mais je t'arrête, je suis obligé de t'arrêter. Oui, ça va les éliminer, parce qu'une fois que tu as défini la masse monétaire, tu n'as plus besoin de banque centrale. Parce que si la masse monétaire est définie comme une moyenne M2, M3, je le répète souvent, excuse-moi, eh bien, la banque centrale n'a aucune raison d'être là, si ce n'est pour réguler les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, à partir du moment où la masse monétaire est définie
eh bien, c'est l'offre et la demande qui va les réguler, qui va les fixer. Ce sont plus des gens qui croient améliorer l'économie, mais qui en fait n'améliorent rien du tout. Ils contrôlent quelque part l'économie. C'est encore une fois un instrument de contrôle. Mais quand tu prêtes de l'argent, que ce soit à un ami pour acheter, je sais pas, une moto, une voiture, il a besoin d'un peu d'argent, ou à plus grande échelle, quand tu veux prêter pour acheter une maison, par exemple, eh bien, c'est à toi de définir le taux d'intérêt. Alors, les taux usuriers, donc totalement gonflés, sont interdits, réprouvés par la loi, et c'est normal. Mais par contre, c'est à l'appréciation du prêteur que de définir, de dire, voilà, là, il y a beaucoup d'actifs derrière, je prends aucun risque, je peux prêter mon capital et il ne risque pas de s'envoler, de disparaître, donc je fais des taux très bas. Et puis, si le risque est très important, on dira, dans le cas d'une start-up, par exemple, si tu veux investir 1 million dans une start-up, mais qui a peu de chances de réussir, ben, tu vas exiger un retour sur investissement sur ton prêt qui correspondra peut-être à 5, 10 ou même 15% de la valeur de ton prêt par année. Ouais. Mais ça, c'est au prêteur de définir ça. En aucun cas, un organisme dans la position de stratégique de le faire et d'en abuser. Parce qu'on le voit avec la Banque centrale et l'élimination de Colin Powell, le président de la Banque centrale américaine aujourd'hui, il est en train de tomber, il est inféodé à des politiques, il veut pas descendre les taux d'intérêt depuis des mois, alors que l'inflation est sous contrôle, que le chômage est en chute libre aux États-Unis, le prix des denrées alimentaires a baissé, que le prix de l'énergie a baissé, etc., et etc. Donc, tous les indicateurs et que la Russie vient de baisser ses taux. Je crois qu'ils étaient à 15, ils sont passés à 14 aujourd'hui. Mais oui, et la Suisse, dans sa grande clairvoyance, a déjà des taux à 0 depuis des semaines, voire 2 mois, je crois, ou 3 mois bientôt. Ouais. Et parce que les Suisses sont indépendants de ce système et ils comprennent, je dirais pas mieux que les autres, mais finalement, c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Je suis désolé, mais avec les 4 opérations élémentaires, tu fais de la finance. Oui, plus moins fois divisé, c'est bon. Ouais. Voilà, on s'est compris. Ouais. C'est pas des équations différentielles, c'est juste ça que je veux dire. Non, parce que la Christine Lagarde, elle a quand même mis 100 banques, hein, elle a quand même imposé des tests pilotes, hein, qui impliquent plus de 100 banques en Europe, d'accord? Oui, mais pour un lancement potentiel en novembre. Et puis ils nous disent, hein, parce que c'est le discours qui est encore donné, hein, avant-hier par cette dame. Ah non, mais vous savez, on teste ça parce que c'est pour des paiements sans risque. Mais n'empêche que si on n'a pas un contrôle constitutionnel, c'est-à-dire une loi qui bloque tout ça, le système transfère le pouvoir à nouveau aux banques centrales, comme la Banque du Canada, hein, qui explore des technologies protégeant la vie privée, tout en admettant et en reconnaissant qu'il y a des risques de traçabilité. Un autre exemple, hein, qui est flagrant, c'est en Égypte et en Chine, un accord qui a été signé au mois de juillet de cette année, qui permet des échanges en monnaie numérique locale, évitant le dollar, mais renforçant le contrôle interne. En Chine, par exemple, les transactions sont géolocalisées pour empêcher les achats hors zone autorisée. Donc, le système est bon et peut-être bien, mais il faut qu'il soit comme beaucoup de choses, mais qu'il faut qu'il soit encadré par on va dire les constitutions des pays et une loi et des lois qui les gèrent, parce qu'autrement on va de nouveau aller dans le mur, quoi. On essaye, on va remettre en place un autre système numérique cette fois-ci, parce qu'on a l'évolution technologique. Donc j'ai l'impression que on fait des erreurs et puis on dit ah non mais on s'est trompé. Et puis on prend autre chose, puis on recommence exactement le même schéma, d'accord, mais avec en changeant un peu l'emballage, quoi. Mais à l'intérieur, c'est exactement le même concept. Oui. Mais pourquoi? Parce que ça rapporte tellement d'argent. Tu peux pas espérer que la dinde ait préparé le repas de Noël. La dinde. Non, c'est pas. Non, je parlais d'une personne avant, puis tu parles de dinde. Mais bon, bref, c'est pas grave. Oui, pardon, non, je parle pas de Christine Lagarde. Non, mais c'est moi, ça m'a traversé l'esprit. J'aimerais dire quelque chose sur Christine Lagarde et même Ursula von der Leyen, parce que c'est un des cas qui sont assez similaires. Je pense que ce sont des personnes qui sont manipulées. Ce sont des personnes faibles qui ont jamais réellement pratiqué. Oui, tu as beau être président du Fonds monétaire international, si tu n'as pas pratiqué le trading dans une banque, si tu n'as pas
pratiquer l'argent, j'allais dire, dans une banque, en y étant impliqué pour de vrai, pas juste en faisant de la politique, tu peux pas véritablement comprendre ce qui se cache derrière. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'une Madame Lagarde, elle est utilisée comme un fusible par des hommes de sexe masculin qui sont peut-être pas plus intelligents qu'elle, parce qu'elle est très intelligente, Madame Lagarde, mais qui la manipulent et qui l'utilisent comme un fusible pour cacher ce qu'ils sont en train de manipuler derrière et pour tout lui faire porter sur les épaules au moment où le système explosera. Parce qu'il va exploser. C'est comme l'Europe d'Ursula von der Leyen. C'est clair que ça va exploser. Et ce que je trouve absolument obscène, à vomir, c'est que des gens utilisent ces dames comme fusibles parce qu'eux veulent pas se mouiller. Et c'est clair que c'est comme ça que c'est en train de se faire. Ils savent que la situation est désespérée, mais ils la maintiennent le plus longtemps possible en place parce que ça rapporte tellement. Tu parlais de 40% d'imposition dans le cadre de l'État suisse, mais Vincent, c'est beaucoup plus que ça. Parce que les mauvaises langues iront même jusqu'à te dire que si tu avais 100 francs suisses de pouvoir d'achat en 1920, aujourd'hui, avec l'inflation, il te reste 95 centimes. Wow. Donc, ça veut dire que l'inflation a érodé la valeur de ton argent de 99,05%. C'est encore une fois une monstruosité. Et ce sont des chiffres, hein, c'est plus, moins fois divisé. Hein, c'est pas, encore une fois, des équations différentielles. C'est facile à comprendre. Eh bien, on t'a volé les valeurs de tes économies. C'est juste un état de fait. Et tant qu'on n'est pas égaux par la Constitution devant la loi, la Constitution, la fiscalité et la valeur de l'argent, et c'est la raison principale d'ailleurs de l'échec cuisant de l'Europe, c'est parce qu'on essaye de faire travailler ensemble des systèmes qui ont des fiscalités complètement différentes. Alors, moi, concernant l'Europe, hein, l'Union européenne, moi, depuis le départ, c'était en 1990, fin des années 80, j'avais déjà perçu la chose, et moi je dis que l'Union européenne telle que créée par certains, voulue par certains, des hommes encore, peut-être quelques femmes, mais des hommes au départ, eh bien, on est factuellement dans un système de pyramide de Ponzi où on a mis ensemble, on a voulu fédérer des États ensemble par rapport à l'économie, mais en fait, ça n'a profité au départ déjà, hein, si on reprend historiquement, ça n'a profité au départ que à quelques entreprises françaises, allemandes, qui étaient à la base de l'Union européenne. Et puis, on a bien l'impression, avec les années qui se sont passées et les autres membres qui se sont greffés dessus, que dans la finalité, aujourd'hui, en 2025, eh bien, ces gens derrière qui ont conçu et inventé cette pyramide de Ponzi qu'est l'Union européenne, eh bien, sont obligés maintenant de s'attaquer et de forcer, entre guillemets, la Suisse à rentrer dans cette union parce qu'ils n'ont plus on va dire, ils ont siphonné tous les caisses étatiques et même ils parlent maintenant de siphonner les épargnes des habitants des différents pays. Ils ont plus les moyens de le faire. Et là, c'est clair que ça devient, pour moi, vu de l'extérieur, et pour essayer aussi on va dire de simplifier, de vulgariser les choses, c'est une pyramide de Ponzi tout simplement, où on est obligé de chaque fois, pour continuer à alimenter le départ, de faire venir un nouveau membre. Moi, j'ai rigolé à un moment donné quand il parlait d'intégrer le Canada à l'Union européenne, quoi. Ça m'a fait mourir de rire, mais ça prouve bien qu'il y a quand même un sacré problème de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on a perdu Pascal? Alors, je crois qu'on a perdu Pascal. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, Pascal, est-ce que tu m'entends? Ou est-ce que c'est ma connexion qui a eu un problème? Ah. Alors, ma connexion avec Pascal est coupée. Je vais reprendre le système. Ouais. La connexion a été coupée par... voilà. Alors, on va reprendre. J'espère que Pascal sera toujours là. Voilà. J'espère que vous, auditeurs, vous nous entendez toujours. Petit problème technique, comme dirait l'autre, mais on va y arriver.
c'est évidemment que ça coupe. Non, mais c'est pas grave. Hop, on va revenir. Voilà. Là, je vais relancer la machine, comme qui dirait. Voilà. Alors, assez incroyable. Voilà. Alors, je ne sais pas si Pascal m'entend, mais bon, c'était un échange assez palpitant avec Pascal. Je vais attendre que Pascal se reconnecte et puis on va continuer l'échange qu'on a concernant justement ces monnaies numériques. On constate aussi que à partir de là, tout est lié. C'est-à-dire, on parle de l'Union européenne, mais dans tous les pays du monde, un peu, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a quelques têtes pensantes, une élite derrière, qui essaye d'imposer exactement le même schéma de fonctionnement partout. Alors que c'est quelque chose qui est complètement impensable, parce que déjà, on n'a pas simultanément toujours la même météo partout, on a des différences culturelles, on a des différences sociales. On a des différences de production, certains produisent d'autres choses, d'autres pas, et que ce système ne peut pas fonctionner où on standardise tout pour tout le monde et puis basta. Alors ils arrivent peut-être à le faire dans la manipulation des gens au niveau des discours qu'on peut voir apparaître ici et là sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les médias, mais, et ça fait plaisir à voir, il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux et qui constatent que eh bien c'est pas très juste ce qui se passe, c'est pas très normal, c'est pas très logique et ça va à l'encontre de ce qu'est fondamentalement l'être humain à sa naissance. Et oui, les gens ne naissent pas menteurs, voleurs, assassins, etc. Non. Beaucoup d'expériences ont été faites à travers le monde où on constate que on est plus dans le partage, dans l'écoute, dans le dialogue, que dans le vol, le mensonge, etc., ou la violence. Alors c'est vrai que la violence, certains nous diront ah oui, mais c'est un système qui permet aussi de communiquer. Oui, mais c'est un système qui est extrême, d'accord ? Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand les gens comprennent pas, voilà, il y a eu des guerres, il y a eu des conflits, il y en aura d'autres. Alors, Pascal est, je crois, revenu, je vais lui redonner la parole, voilà. Alors, autorisé à causer, voilà, Pascal, je sais pas si tu m'entends, on va y arriver. Est-ce que tu m'entends, Vincent? Oui, voilà, Pascal. Alors, tu es à l'antenne, on est toujours à l'antenne, hein, ça a coupé par rapport parce qu'on utilise Telegram pour communiquer, toi en étant à Castres, et puis moi en étant à l'Unior, eh bien, voilà. Mais c'est bon, on est de nouveau de retour, ça avait coupé. Mais maintenant, c'est rétabli. Oui. Donc, je disais par rapport à l'Europe que c'est quand même pour moi une espèce de pyramide de Ponzi où on a fait venir les membres les uns derrière les autres pour justement chaque fois, on va dire, compenser, etc. Et puis que, en fait, le pognon finit dans la caisse de ceux qui ont créé cette pyramide. Mais bien sûr. Alors, c'est tout à fait juste. Je ne sais pas si les auditeurs ont entendu le moment où je me suis permis de dire quelle était la fonction d'une Christine Lagarde ou d'une Ursula von der Leyen et la façon dont elles sont manipulées et utilisées littéralement comme... Alors oui, les auditeurs ont entendu ça, et puis après ça a coupé quand moi je suis parti sur mes explications de pyramide de Ponzi. Voilà. Alors, encore une fois, si tu sais, la nature n'aime pas le vide. À partir du moment où une structure, qu'elle soit constitutionnelle ou légale, autorise des gens à utiliser les positions stratégiques qu'ils peuvent conquérir pour voler l'argent du citoyen parce que les règles établies ne sont pas au niveau. Les règles établies protègent le pouvoir, protègent les flux financiers de ceux vers qui ils sont dirigés. Eh bien, tu t'imagines bien que ces gens qui sont dans cette position stratégique... Mais c'est qui ces gens, Pascal ? Pascal, c'est qui ces gens? C'est tous les gens qui utilisent le cadre légal de façon indue. Pourquoi? Parce qu'il est évident que les juges ne peuvent pas rendre justice. Ils ne peuvent plus rendre justice. Donc, ça veut dire que les lois sont conçues pour privilégier ceux qui les payent. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, en tant que simple citoyen, si je ne paye pas une avance de frais de justice, les règles légales, les articles de loi existent, mais ils ne seront tout simplement pas appliqués. On ne fait que protéger les flux financiers acquis de façon, comme je dis, indue
malhonnête sur le dos du citoyen, en faisant croire aux citoyens que toute cette infrastructure d'impôts fiscal est immuable. Alors qu'on oublie une chose toute simple, Vincent, c'est que on a tout écrit. Les règles dans lesquelles s'établissent toutes nos activités ont été écrites par des êtres humains et il est tellement simple de les réécrire. Et c'est ce que nous allons faire, mon cher Vincent, il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, maintenant, en combien de temps ça va se faire? Pour l'instant, les citoyens ne sont pas encore suffisamment impactés, peut-être. Je ne peux pas te le dire, je ne sais pas. Alors, les citoyens sont très impactés. Moi, je pense qu'on a un autre problème, c'est l'information. C'est-à-dire que on a, je pense à la Suisse parce que j'y vis, mais en Suisse on a une télévision publique, des radios publiques, etc., privées aussi, qui touchent une manne qui est payée obligatoirement par le public. Et je pense que le problème vient, je dirais, à plus de 60%. De cela. Pourquoi? Parce que il y a aucun contre-pouvoir médiatique qui peut s'imposer en Suisse. C'est-à-dire que aussitôt que, par exemple, je prends le cadre de Radio Électron Libre, si par exemple moi demain je vais être entendu par plus de monde et vu par plus de monde, je vais devoir payer pour être par exemple sur le DAB+, donc la radio numérique écoutable dans sa voiture sans ajout. Je vais devoir payer par année 100 000 francs suisses. C'est énorme. Moi, j'ai pas cet argent pour le faire. Alors, je me dis, j'ai pas l'argent pour le faire. Ah ben, je vais demander pour la radio et son association des dons. Et eh bien, on a des donateurs, mais pour des tout petits montants qui permettent pas déjà de couvrir les frais actuels annuels de la radio. Moi, je remercie les gens qui soutiennent la radio. Et ils sont une quinzaine, une vingtaine qui régulièrement envoient 20 francs, 50 francs, 100 francs. Ça permet de payer une partie des frais, mais pas la totalité. Alors, il y a une question que je me pose. C'est bien joli de vouloir changer tout ça. Mais tant qu'on n'aura pas la possibilité, de manière concrète, d'avoir une liberté informationnelle et les moyens de pouvoir informer de manière juste la population, sans risque de coercition, de censure, etc., ce sera extrêmement difficile de faire changer les choses. Même si les gens galèrent, même si maintenant 21% de la population suisse a du mal à joindre les deux bouts tous les mois. Ouais. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que les gens veulent de l'information vraie, veulent un vrai discours comme on l'a, ou bien un vrai dialogue comme on l'a ce soir. Je parle même pas d'un débat, puisqu'on avance tous les deux dans dans les mêmes idéologies, dans la même manière de penser. Mais d'avoir ce discours et cet échange-là, ça c'est l'émission qu'on fait maintenant devrait pouvoir être entendue par un maximum de gens. Ouais, je suis d'accord. Et on a un gros problème par rapport à ça, que ce soit toi, par exemple, pour diffuser ton livre, que ce soit moi pour diffuser des émissions ou des informations, on est dans une espèce de bulle fermée où on tourne en rond, on tourne en boucle. Alors je sais que d'un côté c'est voulu. Et puis, on va encore s'enfoncer un peu plus dans cette boucle fermée avec la monnaie numérique, avec l'identité électronique, puisque tout est lié. Donc, on est là-dedans et on se retrouve pieds et mains liés à essayer de parler aux gens, d'exprimer des choses aux gens, sans pouvoir les atteindre. En fait, on est tout seul, entre guillemets. Je dis pas, on a des auditeurs, on a des gens qui écoutent, on a des gens qui nous remercient, on a des gens qui sont contents de nous entendre, de nous exprimer. Mais à quelque part, ça tourne en boucle. On tourne en rond dans la même bassine et comme des poissons rouges dans un aquarium, alors que on voudrait pouvoir être dans l'océan, nager dans l'océan et puis confronter nos idées, nos envies et tout, mais les partager avec un maximum de gens sans être limité. Et là, l'État, d'accord, et puis les banques derrière nous limitent, parce que moi si par exemple je vais voir la banque de l'État de Fribourg par exemple qui est le canton, et puis que je leur demande du pognon pour qu'ils me prêtent de l'argent pour mon projet, on va me dire non. On va me dire non parce que je ne suis pas, et là ça rejoint l'émission qu'on a fait vendredi passé, parce que je ne suis pas dans l'idéologie bancaire et que je parle on va dire contre le système.
Mais tu as tout à fait raison, et tu parles de la santé, tu parles de plusieurs secteurs. Eh bien, aujourd'hui, l'État va jusqu'à déléguer des missions publiques en direct à des privés. Donc, ça veut dire quoi? Dans le cadre de la LAMAL, par exemple, ou dans le cadre de la redevance audiovisuelle CERAP, tu viens d'en parler il y a un instant. C'est 1,3 et quelques milliards par année qui sont collectés auprès de tous les citoyens suisses, dont 80% arrivent à la SSR, SRG ou voilà, un organisme purement gouvernemental qui contrôle les médias de A à Z. C'est encore une fois un intermédiaire financier qui diminue la qualité de l'information donnée par les médias parce que qui paye commande. Et tu t'imagines bien que quand 80% de ton salaire est payé par l'État, tu fais ce que demande l'État, sinon tu perds ton salaire, tu perds ton job. C'est au point qu'on dit qu'il y a deux sortes de journalistes. Les journalistes honnêtes qui sont au chômage et les autres. Et moi, je voudrais pouvoir, par rapport à la radio, concrètement, par exemple, engager 2 journalistes honnêtes qui sont au chômage et les faire bosser en leur proposant un espace de travail, un salaire décent. Et puis, mais là, on se retrouve, c'est le serpent qui se mord la queue. J'ai des projets, des envies plein la tête. J'en ai mis sur le papier parce qu'on est dans le concret. J'en ai mis sur le papier, mais les gens, non, ça nous intéresse pas. Alors moi, ce qui me fait rigoler là-dedans, c'est que je me suis adressé à des personnes qui avaient des gros moyens financiers, et puis j'ai pas de réponse. Et puis derrière, j'ai des petits retours, alors pas directement de ces personnes-là, mais j'ai des petits retours de gens qui me disent mais non, mais si on rentre là-dedans, le problème c'est que nous, on risque de perdre, et c'est là que c'est pernicieux. Oui. On risque de perdre en fait le flux financier, donc les investisseurs que sont BlackRock, Vanguard, etc. Mais c'est évident, mon ami. Mais c'est un truc de taré. Que le gouvernement suisse aujourd'hui attribue des mandats de collecte d'impôts à des sociétés privées. Elle attribue la collecte des données, le dossier électronique du patient, à une société privée. Elle attribue la capacité de rendre service aux assurances obligatoires en imposant des systèmes informatiques, et je viens de faire tout un article là-dessus qui va être disponible, je pense, dans quelques minutes sur YouTube, peut-être demain matin, sur nos chaînes Telegram, X, etc., qui décrit point par point comment une galaxie de sociétés privées a mis la main sur l'État. Donc maintenant, c'est plus uniquement l'État qui se fait, excusez-moi, des couilles en or sur notre dos. Non. Tu as des sociétés privées qui, sur la base de la collecte d'impôts obligatoires, se font des millions et des millions de bénéfices. J'en dis pas plus sur la radio, mais tu peux, mais alors tu peux t'exprimer, La radio ici, mais la radio est ouverte dans le respect de la charte de la radio. Les gens ici peuvent s'exprimer. Il n'y a pas de censure, d'accord. Les propos que tu tiens n'engagent que toi, ça c'est clair, d'accord. N'engagent que les gens qui parlent. Les propos que je tiens m'engagent aussi moi. Mais tu peux t'exprimer. Je vais pas te couper le micro parce que tu as dit quelque chose qui ne me plaît pas ou qui ne rentrerait pas dans l'idéologie actuelle, d'accord. Radio Électron Libre. C'est ça qui est merveilleux sur Radio Électron Libre, c'est qu'on fait tout en plan séquence, j'allais dire en direct. Mais on est en direct. À nous, on est en direct. C'est ça qui est merveilleux. Ouais. Et alors on va revenir à l'histoire de ces monnaies numériques, d'accord. Donc ces monnaies qui sont prévues, promues via une espèce de régulation européenne et américaine, d'accord, sont complètement biaisées en fait. Par les lobbying, par tout ce qui se passe derrière, d'accord. Alors Christine Lagarde essaye d'influencer les différents pays pour que les lois, c'est-à-dire influence les lois pour le profit justement des gens qui sont derrière, d'accord. Mais par contre, ça spolie toujours au passage les populations. Alors via des restrictions, on en parlait avant, morales, et puis par exemple comme punir les achats, si c'est pas des achats écologiques, tu peux pas les faire. Alors en Suisse, on a des débats sur l'identité numérique, déjà refusé en 2021, qui est relancé maintenant, on doit voter le 28 septembre en 2025, liant aux monnaies, donc l'EID, qui est lié aux monnaies numériques pour traquer les bons comportements ou les mauvais comportements.
Et ça, c'est quelque chose, les gens, parce que l'État, par contre, a mandaté pour faire un système de scoring social, c'est-à-dire de pouvoir mettre une note par rapport à telle ou telle action, ou telle, par exemple, si vous traversez le passage pour piétons, comme en Chine, eh bien, au feu rouge, vous aurez 10 points en moins, etc. Le scoring social est quelque chose qui a été étudié et qui est étudié via nos impôts, donc les projets et tout sont mis en place via nos impôts, ce qui est complètement dégueulasse. On est dans un système en fait où l'État cherche, au lieu d'être au service du citoyen, et plutôt cherche à la coercition et la spoliation du citoyen. À tout niveau, c'est-à-dire qu'au niveau de ceux qui veulent réaliser, des promoteurs, des investisseurs, etc., eh bien, ils sont bloqués à tout niveau. Mais par contre, ça profitera toujours dans la finalité aux mêmes quelques entreprises sur la planète qui, elles, s'engraissent sans fin, laissant des miettes. Laissant la moitié on va dire un tiers du kilo de pain aux marionnettes, et puis les miettes à la population qui, elle, galère quotidiennement. Moi, j'ai un truc quand même qui me, par rapport au fait que tout soit lié, il y a un truc quand même qui m'impressionne, c'est que on a des politiciens en Suisse concernant l'EID, concernant la monnaie numérique et concernant tous ces sujets-là, qui allègrement, sans aucun état d'âme, arrive à nous raconter sur les canaux d'information publique, donc la SSR, qui regroupe les télévisions romandes, italiennes, suisse-italiennes et suisse-allemandes en Suisse, eh bien, arrive à raconter des conneries monstrueuses à la population. Et la population, alors, de moins en moins, parce qu'elle commence à en avoir marre, puisqu'elle galère, mais gobe ça, et font confiance à ces gens-là. Moi, quand je lis ce qui est dit par rapport à l'identité numérique dans les médias, notamment par le conseiller fédéral Beat Jans, j'hallucine. Je me dis, mais j'ai envie de prendre le micro, la radio, et de faire un direct de je sais pas, 3 semaines, un mois, entre guillemets, pour dire aux gens, pour crier aux gens, mais ce monsieur ment. Ce monsieur vous raconte des conneries. Ce monsieur est là, l'histoire par exemple du numéro d'ABS qui est sur la carte d'identité, c'est une connerie monstrueuse. Ouais. Ça n'existe pas. Vous prenez n'importe quel. Moi, j'ai refait ma carte d'identité il y a 2 mois. J'ai encore été regardé par acquis de conscience parce que j'ai entendu ce monsieur parler dans une émission et j'ai été voir. Non, il y a pas mon numéro ABS sur ma carte d'identité suisse, ni même sur mon passeport. Alors, c'est des mensonges qui sont basiques, mais ils mentent pour tout. Donc, ils vont nous mentir pour la monnaie numérique, ils nous mentent pour l'EID, mais sur quoi ne mentent-ils pas? Sur quoi ne mentent-ils pas, Pascal? Ils mentent sur tout ce qui leur rapporte de près ou de loin du pouvoir financier, donc des flux monétaires dans leur direction, et tout ce qui maintient et stabilise le pouvoir. Parce que finalement, si tu regardes l'évolution du cadre légal ou constitutionnel, il n'a fait qu'évoluer pour défendre le pouvoir. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu peux pas demander à des politiciens de faire ce qui n'est pas dans leur intérêt financier, comme tu ne peux pas demander à la dinde d'aller préparer leur repas de Noël. Non, elle va pas le faire. Eh bien, pourtant les citoyens, c'est la dinde qui prépare leur repas de Noël. Parce que nous, on accepte ça. Fou, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et pourquoi? Parce qu'on est devenu mou et indolent. Et on est, plutôt que de se dire, non mais attendez, c'est nous qui fabriquons l'environnement dans lequel nous vivons. C'est nous qui en écrivons les règles. C'est nous qui construisons les ponts, les voitures, les maisons, les routes, etc. Il suffit de changer le système légal et constitutionnel. Et ça passe par une égalité devant le système monétaire, devant l'argent. Et les cryptos, quand elles sont définies, encadrées par un cadre légal strict, sont la meilleure chance d'y arriver. On devrait en même temps inscrire dans la Constitution le droit absolu à une monnaie en billets de banque et en pièces de monnaie si le citoyen souhaite l'utiliser de cette façon. Finalement, c'est l'utilisateur qui va définir comment est-ce qu'il va utiliser tout ça. Mais c'est une évidence. Pour lancer on va dire ce changement, initier ce changement, comment on peut faire? Parce que, comme je disais avant, on tourne en rond. Comment on peut faire concrètement, parce que eux ont un pouvoir financier, puisqu'aujourd'hui on dit que l'argent est le nerf de la guerre. Nous, on a les idées, on a les le pouvoir financier. Oui, mais on ne pourra pas le flux financier. Mais le flux financier, on peut pas le couper, nous, simples citoyens, on peut pas le couper. Si.
Si, si, si. Et si tu regardes le mouvement du 10 septembre, donc d'il y a 2 jours, en France, l'idée, c'est le lying flat ou le let it rot. C'est-à-dire que, et tu le trouves dans ma feuille de route, le chapitre 13 du livre 2024, c'est de dire, le premier mois, pendant 5 jours, tu ne travailles pas. Tu restes à la maison. Tu fais de la méditation, tu ne manges qu'une fois par jour, tu fais le jeûne intermittent, tu t'occupes de tes proches, tu partages tes convictions avec eux, tu retrouves ta famille, tu te fais porter malade, tu mets en route toutes tes assurances médicales, sociales, etc. Tu vas voir ton médecin, tu demandes les certificats médicaux, etc. 5 jours le premier mois où tu débrayes l'économie pour faire en sorte que les flux financiers soient à 0. Mais le problème... Le deuxième mois, c'est 6 jours. Le troisième mois, 7, etc. Pascal, oui. Le problème qu'on a, c'est que l'idée, elle est géniale, mais tu fais comment pour la partager au plus grand nombre? Puisqu'on a tout qui est... Regarde le retour qu'il y a eu. Le retour qu'il y a eu, justement, tu parles du 10 septembre où en France, ils ont dit bloquons tout, etc. Le retour du gouvernement et des médias, encore une fois, publics, français ou privés, mais la mafia des médiatiques françaises, eh bien, a tout simplement relayé l'information comme quoi, non, il n'y avait rien eu, il n'y a pas eu de blocage, en fait, tout s'est très bien passé. Alors que c'était pas vrai. Moi, j'ai suivi derrière des canaux, etc. Stop. L'idée, excuse-moi Vincent, je suis obligé de te couper la parole, je suis désolé. Mais le fait est qu'on ne veut pas de manifestation publique. Ça doit être un mouvement de fond où la non-violence est absolue. Oui, mais comment tu fais pour transmettre, l'idée que tu as là au plus grand nombre? Par les marches constitutionnelles, par tous les voies des médias, des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, X, Telegram, que ce soit BitChute, Rumble, Odyssey, Facebook, LinkedIn ou autres. Mais c'est de relayer au maximum pour rendre aux citoyens ce qu'ils n'auraient jamais dû se faire voler. Mais si tu vas relayer ça, si tu vas relayer ce message sur les réseaux sociaux, comme tu dis, tu as 99% de chances, comme moi je l'ai eu avec Radio Électron Libre, on s'est fait éjecter de plusieurs réseaux sociaux, parce qu'on disait à l'époque du Covid des choses qu'il y a 4 ans, on disait des choses qui n'aimaient pas. Donc tu te fais censurer. Alors moi j'ai été censuré, mais ils peuvent pas véritablement me censurer parce que tu sens la bienveillance dans mes propos. Tu sens que je n'attise aucune haine sociale, aucune incitation à la violence. La seule personne qui gagne une guerre est celle qui organise la paix. Le seul pouvoir de l'homme réellement fort est l'absolue non-violence. Et si tu mets en marche un système d'absolue non-violence où tout ce que tu fais, c'est demander à des politiques qui sont à ton service d'avaliser un modèle supérieur au service du citoyen, en nous rendant notre égalité devant loi, constitution, valeur de l'argent et fiscalité, personne ne peut venir te mettre au pilori, te pendre ou te couper la tête, parce que tu proposes de façon Alors, je t'arrête là. Je t'arrête parce que avant-hier, quelqu'un s'est pris une balle dans la tête, dans le cou, parce qu'il s'exprimait. D'accord? Parce que en plus cette personne était non violente, elle a jamais promené la violence ou quoi que ce soit. Elle disait des vérités qui dérangeaient, et puis surtout, elle amenait les gens au dialogue, au débat et à la discussion. Et cela sans violence. Et cette personne s'est prise une balle dans le cou. Et voilà. Donc il faut quand même, à un moment donné, personnellement, moi, c'est vrai, c'est les mouvements politiques d'aujourd'hui, Vincent. Alors moi, quand le pouvoir est menacé, eh bien, ils sont prêts à absolument tout. C'est pour ça qu'on doit faire des marches constitutionnelles. Et ces marches constitutionnelles, j'en ai déjà fait 7. Des centaines de personnes sont venues marcher avec moi. Et on marche dans le pacifisme le plus total pour renforcer notre corps et notre esprit, échanger sur ce dont on est en train de discuter en ce moment, afin de finalement aller prendre position et faire un sitting autour des bâtiments fédéraux étatiques qu'ils utilisent pour nous contrôler, jusqu'à une pleine et entière réécriture de la Constitution par des tirés au sort,
donc une réelle représentativité du peuple, autant d'hommes que de femmes, de jeunes que de vieux, de riches que de pauvres, de laïcs que de croyants, de manuels que d'intellectuels, etc. Et on veut une vraie représentativité du peuple qui réécrive les constitutions et le cadre légal. Et c'est tout ce qu'on demande. Oui, mais tu penses que, évidemment, eux, avec les moyens qu'ils ont, notamment, je reviens à l'argent qui est le nerf de la guerre, hein, avec les moyens qu'ils ont, avec les mesures de coercition qui ont été vues, hein, notamment avec les gilets jaunes en France, ou en Suisse lors des manifestations contre la loi Covid, hein, j'en ai fait quelques-unes où j'ai vu la violence policière, donc étatique, à quelque part se déchaîner contre des gens qui étaient complètement non violents. Je prends l'exemple aussi de Raphaël d'Action Suisse qui a subi cette violence alors qu'il était là justement par rapport à son association en tant que journaliste. Mais stop, Vincent, la logistique, les guerres ne se gagnent jamais sur la stratégie, contrairement à ce qu'on enseigne dans les universités. Les guerres se gagnent sur la logistique. Et la logistique, c'est ce que je t'écris dans le livre 2024, Feuille de route, je crois encore une fois chapitre 13, je me souviens plus, où je t'explique les 5 points fondamentaux. Couper les flux financiers, organiser les marches constitutionnelles, organiser ce que j'appelle un bank run, c'est-à-dire retirer au minimum 50% de tes économies des banques commerciales dans lesquelles tu travailles ou tu déposes ton argent, pour provoquer ce mécontentement, pour finalement tarir le nerf de la guerre, l'argent, auprès de gens qui n'en produisent pas. Les politiques ne produisent rien, ce sont des centres de coûts qui deviennent des centres de profit à travers le travail du citoyen. Ouais. Si le citoyen est mécontent et qu'il coupe les flux financiers, eh bien, tu auras un modèle supérieur qui va s'instaurer en l'espace de quelques mois. Pas quelques mois. C'est une évidence absolue. Parce que constat fait, hein, en étant proche aussi des gens, hein, à gauche et à droite, les gens sont pas prêts à ça. Parce qu'ils sont toujours obligés, ils ont la tête dans le guidon, comme on dit, hein. Certains ont la tête dans le sable, mais beaucoup ont la tête dans le guidon. C'est dodo boulot métro, dodo boulot métro. De temps en temps, quand on a un billet en plus dans le porte-monnaie, on se prend quelques jours de vacances, voilà. Et encore, les vacances, c'est structuré, hein, c'est la bétaillère, hein, de plus en plus. Bah oui, parce qu'autrement, c'est pas rentable. Mais et moi, je suis confronté à des gens qui me disent concrètement, mais nous, on voudrait bien faire bouger les choses. On voudrait bien soutenir telle ou telle action, mais on peut pas. Les entreprises qui sont prêtes à notamment à donner un coup de main à l'association et à la radio, elles le font pas parce qu'on les a menacées en arrière-plan de pas investir, de couper leurs flux financiers. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et alors, en plus de ça, ce qui, moi, me sidère là-dedans, et c'est encore un autre paradoxe, et tu vas pouvoir m'expliquer peut-être, puisque toi, tu es dans ce domaine économique et que tu en as vu passer, c'est que quand j'explique à des gens qui sont fortunés, qui ont plusieurs millions, voire même plus en banque, et quand je leur explique le truc, les gens, ils me disent, oui, mais moi, je veux garder mes millions à la banque parce que ça me rapporte des intérêts. Et puis c'est pas les intérêts du salarié, hein. Mais je leur dis, mais vous rendez pas compte que si vous partez comme ça, avec ce qui va advenir, hein, alors que ce soit par des guerres ou des guerres civiles ou etc., ce qui va advenir, c'est que de toute façon vos millions, vous allez les perdre. C'est clair. Vous allez les perdre vos millions. C'est-à-dire aujourd'hui, vous refusez aujourd'hui on va dire, de soutenir par peur de perdre un financement des projets qui permettraient de faire changer, évoluer les choses de manière positive, par peur de perdre le financement actuel, alors que de toute façon, dans tous les cas de figure, à moyen terme, vous allez tout perdre. Vos millions que vous avez à la banque ou même en bâtiment, en maison ou quoi que ce soit, vous allez les perdre. Mais ça, ils comprennent pas. Je te le résumerai en te disant que si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les gens sont encore, entre guillemets, trop confortables. On a déguisé tous les impôts qui leur volent la valeur de leur travail, donc l'argent, de 1000 façons différentes, en s'abritant derrière l'écologie, derrière, enfin tout ce que tu veux, le social, l'humanitaire. Oui, mais c'est la classe, mais c'est pas la classe moyenne là qui est en train de. La classe moyenne, elle existe pratiquement plus.
Bah ouais. Donc là, on a une classe de riches. Moi, je vois dans la région où j'habite, il y a quelques grosses fortunes. J'hallucine de voir que ces gens veulent, c'est-à-dire ces millionnaires, ces milliardaires aussi, veulent que les choses bougent, changent, parce qu'ils se rendent bien compte que ça va pas. Mais ils veulent rester je vais être vulgaire, mais le cul posé sur leur million. Et sans rien faire. Ils veulent que ça change, mais ils font rien. Et là, tu la regardes, tu dis, mais je comprends pas. C'est comme. Alors, si, je peux le reprocher parce que on est dans le cas où le fait est que ils viennent vers moi, sachant maintenant que depuis 4 ans j'ai la radio et l'association, ils me disent mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et puis quand concrètement, moi j'arrive en leur disant ben voilà, moi j'ai structuré telle chose, j'ai fait telle chose, etc. Est-ce que vous rentrez là-dedans? Et là, tout à coup, il n'y a plus personne. C'est la même chose au niveau du droit de parole. La radio a ses micros ouverts à toutes et à tous, que ce soit le conseiller fédéral en passant par la simple couturière ou caissière dans un supermarché. La radio est ouverte à tous. Et alors les gens disent mais c'est bien machin combine. Et alors j'ai des gens qui à gauche à droite me font leur doléance sur les magouilles du système, etc. Et puis quand je leur dis mais venez expliquer. Venez en parler, plus on sera nombreux à s'exprimer, à échanger là-dessus, plus on pourra faire avancer les choses. Et là, il n'y a plus personne, ils ont tous peur. Peur de perdre leur travail, peur de perdre ce qu'ils vont de toute façon perdre dans la finalité. Tu es en train de me décrire, Vincent, ce que c'est que la fragilité. Ce sont des gens qui sont devenus fragiles parce qu'ils sont absolument sûrs que leur vie dépend de l'environnement dont ils se sont dotés. Et c'est la définition même de la fragilité. C'est être inféodé à un système dont on croit dépendre de A à Z pour pouvoir survivre. Et eux, dans leur esprit consumériste, sont absolument convaincus que s'ils perdent leur voiture, s'ils perdent leur beau fauteuil dans le salon, s'ils perdent leur télévision, leur ordinateur ou même leur maison, leur vie est terminée. Et c'est l'exemple même de la fragilité du monde dans lequel on vit. Alors que soyons quand même clairs sur une chose, tes poumons vont continuer à respirer, ton cœur à battre, tes intestins à digérer, tes muscles à te véhiculer d'un endroit à l'autre. Donc, c'est une aberration et tout tient dans l'éducation. L'éducation des jeunes aujourd'hui ne nous apprend plus non seulement le conflit non armé, le but d'un conflit, je te rappelle, n'est pas de vaincre un adversaire, c'est de trouver un terrain d'entente. Donc, de trouver une solution de paix, d'accord? Oui. Et on te convainc que ton succès ne se mesure que par ta capacité à consommer et à accumuler. Donc, à partir du moment où les jeunes ne sont plus éduqués dans des valeurs plutôt que dans du consumérisme, etc., on est mort, Vincent. C'est terminé. Et c'est pour ça qu'un de mes plus longs chapitres de 2024, c'est mon chapitre sur l'éducation. Car tous les sages qui ont réfléchi sur l'art de gouverner des hommes, parce que c'est ce dont on parle quand on parle de politique, tous les hommes qui ont pensé à l'art de gouverner d'autres hommes sont tous arrivés à la même conclusion. Tout tient dans l'éducation des jeunes. Et aujourd'hui, même l'éducation, elle est étatique. C'est-à-dire que tu donnes tes enfants à 8 heures du matin, tu les récupères à 17 heures le soir et c'est l'État et le programme étatique qui va les éduquer. Du bétail. Si tu avais essayé de proposer un truc comme ça il y a un siècle à des parents ou un siècle et demi, tu te serais fait lyncher, insulter, peut-être même tuer, parce que tu aurais été considéré comme un traître à tes propres enfants, à ta propre descendance. Eh bien, c'est le système qu'on doit... Et pourquoi? Parce qu'on a mis un intermédiaire financier entre le professeur, le papa, la maman et l'élève. Et cet intermédiaire financier, il s'appelle l'État. Et tant que tu as des intermédiaires financiers, comme on dit en Valais, qui payent commande, et tu n'en sortiras jamais. On doit rétablir un lien direct entre les parents et l'école qui éduque leurs enfants, entre le médecin et son patient, entre le juge et l'accusé, le coupable ou l'innocent. Mais on doit absolument éliminer les intermédiaires financiers. Et tant que tu ne le fais pas, celui qui paye commande. Donc, c'est l'État. Et c'est pour ça que je te dis taxe unique entre 13 et 17% pour que l'État puisse performer sa mission, qui, je le rappelle,
n'est que la défense de la propriété privée et de la propriété intellectuelle. Tu n'en sors pas. L'ordre intérieur, la justice et l'armée découlent de la capacité de protéger la propriété privée. C'est un état de fait. Alors, donc, tant qu'on fait pas ça, c'est foutu. C'est très juste hein, ce que tu dis. Hein. Tu vises très juste. Et il va falloir maintenant je dirais qu'on se base sur du concret, parce que plus je vais de l'avant, plus je vois des gens autour de moi, que ce soit physiquement ou psychologiquement, dépérir. Beaucoup de gens sont au bout du rouleau. Alors je sais pas si c'est voulu hein, par les parasites qui mettent en place tout ça, mais généralement quand on a affaire à une sangsue, eh bien qui nous vide de notre sens, quand il y en a beaucoup, ben pour finir on en meurt. Et c'est un peu ce que je constate autour de moi, où les gens ne savent plus comment se retourner, comment vivre, comment rire, comment sociabiliser. Et ça, c'est incroyable. Moi, j'ai vu depuis la crise du Covid, depuis le lancement de la radio aussi, parce que maintenant, depuis 4 ans et demi, j'ai eu beaucoup de contacts à gauche et à droite à travers le monde, et je constate que les gens sont devenus des espèces de zombies. Où ils se réveillent le matin, ils font par automatisme, ils vont travailler, par automatisme, ils font à bouffer, par automatisme, pour faire bien, le vendredi, ils vont boire une petite bière au bistrot, ou bien manger au resto, et il n'y a plus de vie sociale au sens qu'on la connaissait il y a encore 100, 200 ans, ou même 20 ans, 30 ans. Tout ça est en train d'être effacé, parce que les parasites ont décidé que c'était pas rentable. Voilà, et ils nous organisent l'inéquité, c'est-à-dire ce qui nous divise. Oui. Des différences au niveau social, au niveau impôt, au niveau traitement devant l'argent, au niveau santé, au niveau éducation. Et tout est organisé pour nous diviser. C'est diviser pour mieux régner. Bien sûr que ce sont la palissade que je te dis là. Ouais. C'est très banal la palisse, quelque part que je te dis. Mais Pascal, c'est fondamental, c'est clair. Mais moi, j'ai envie, à un moment donné, alors moi, c'est vrai que je boue intérieurement, hein, j'avoue, hein, j'essaie d'être dynamique. Moi, j'ai envie de donner un gros coup de pied dans la fourmilière, notamment médiatique, puisque c'est une des clés, à quelque part, pour pouvoir ouvrir un dialogue avec les gens, avec les populations. Et j'ai envie, à un moment donné, de donner un gros coup de pied dans la fourmilière et de dire, mais alors montons un espace médiatique et finançons contre vent et marée, et de manière, on va dire, sécurisée, hein, un espace médiatique qui permettrait on va dire, d'informer un maximum de gens au-delà c'est-à-dire et dépasser les médias publics tels qu'on a en Suisse. Je parle de la Suisse parce qu'en Suisse c'est faisable, je dirais, avec moins de moyens que de le faire en France. Mais ça peut, après, ces idées peuvent on va dire émerger ensuite, hein, avec un soutien au départ, peuvent émerger après partout sur le monde. Hein. Si vous allez voir la Suisse a un système décentralisée du pouvoir avec des institutions qui fonctionnent très bien. Elle devrait être un exemple de tout ça. Elle devrait redevenir l'exemple de démocratie directe qu'on a été, dans lequel le seul souverain est le peuple de façon véritable. Mais l'Union européenne n'aime pas la Suisse pour son système électoral qui donne encore un petit peu de pouvoir aux citoyens. Et en fait, c'est ça qu'on doit retrouver. Ouais. On doit s'assurer que toutes ces structures dont on a finalement hérité, nous autres Suisses, une cuillère en argent dans la bouche, ne soient pas mises à mal par le fait de copier toutes les erreurs de nos voisins, qu'ils soient français, allemands, italiens, anglais, du nord, du sud, de tout ce que tu veux. Et on doit rester sur une équité de traitement, rétablir une harmonie jusqu'au sein même des familles. Pas la division systématique pour pomper, encore une fois, la valeur de ton travail. Pascal, on passe, je vois le temps qui file, là, il est 20h32. On pourrait passer des heures, je pense, à discuter. Je parle pas de débattre, hein, je parle de discuter et d'échanger sur tout ça. Moi, ce que je retiens de cette émission, c'est simplement que cette histoire de monnaie numérique peut être positive si
impérativement, elle est encadrée par des décisions, c'est-à-dire prises par le peuple et contrôlées par le peuple au niveau des constitutions, etc. Autrement, c'est une chaîne invisible peut-être, mais c'est une chaîne et un boulet qui est mis au pied de chaque citoyen, de chaque habitant dans chaque pays du monde. Parce que c'est un instrument de contrôle au service du pouvoir, de coercition, de contrôle et de coercition. Oui, c'est vrai. Voilà, il faut appeler un chat. Hein, si vous pouvez plus, ça devient coercitif. Si on vous bloque votre carte de crédit ou votre possibilité de sortir de chez vous parce que la porte est verrouillée, parce qu'on en a décidé, parce que l'État a décidé, parce que la banque a décidé que vous pouvez plus sortir de chez vous, ça devient grave. C'est vrai. Et c'est pour ça que je parle de prison à ciel ouvert, mais c'est ce que si on met en place ces monnaies numériques, si on met en place l'EID, si on met en place toute cette digitalisation qu'on n'a pas besoin, quelque part, on n'en a pas besoin pour exister, tu l'as dit toi-même, hein, on pourrait ne plus avoir de voiture, on ne pourrait plus avoir de quoi que ce soit, mais on aurait toujours nos poumons qui fonctionnent et nos jambes, etc. Donc, Vincent, je viens de faire cet article extrêmement détaillé sur les flux financiers qui entourent l'EID. La façon dont le Conseil fédéral a délégué des parties ultra importantes de l'EID en mains privées, qui se font des millions, pour pas dire des centaines de millions, sur le dos de services publics. Et je parlais bien sûr de CERAF, la redevance audiovisuelle, des médias, la façon dont l'intermédiaire financier s'est inséré entre le média et le peuple, dénaturant même par là même sa fonction. Je te parle de la LAMAL, de l'assurance maladie. Comment est-ce que les sociétés privées en tirent le maximum alors même que, rappelle-toi, les médecins coûtent moins de 7% de la facture totale de la santé en Suisse. Donc, les médecins coûtent moins de 7% de la facture totale. Et c'est monstrueux, ils ne touchent que 7% c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc, il faut éliminer ces intermédiaires. Alors, on va, Pascal. La seule façon de le faire, c'est le tiers regard, la transparence alors, totale. Pascal, on va être dans le concret. Et on va discuter en privé, on va pas le faire à l'antenne, mais on va avec tes compétences, les miennes et les compétences d'autres personnes, parce qu'il n'y a que unis et ensemble qu'on peut faire quelque chose. On va discuter, on va essayer de trouver une solution pour que eh bien au moins un média en Suisse ait accès ou bien soit créé, hein, pour avoir un accès plus large à la population, en tous les cas francophone, hein, à travers le monde, et pour justement transmettre les idées, les projets, et faire avancer le schmilblick, comme dirait notre ami Coluche, faire avancer le schmilblick, parce que je crois que à un moment donné, si on donne pas un coup de pied dans la fourmilière, sans violence, hein, je parle pas nécessairement de violence, mais si on se coupe pas le cocotier, eh bien on n'a pas les noix de coco qui tombent. Et il faut vraiment maintenant que les choses bougent de manière positive, de manière constructive et sans violence, mais que les choses bougent pour que tes marches, l'organisation de tes marches constitutionnelles, que les idées d'Étienne Chouard ou d'autres soient connues et soient mises sur la place publique, aux yeux, aux oreilles du plus grand nombre de personnes. Après, chacun décidera comme il veut, mais que ces idées, ces concepts, cette nouvelle manière, pas nouvelle puisque nos ancêtres l'avaient mis en place, mais ça a été démoli pernicieusement, insidieusement et petit bout par petit bout, mais qu'on revienne aux fondamentaux, et ça, il faut pouvoir le dire aux gens, l'exprimer. Et le problème qu'on a, c'est que moi je vois par exemple, j'ai beaucoup lu de ce qu'avait écrit Monsieur Chouard, et c'est vraiment incroyable parce que on se retrouve chaque fois dans les réunions, dans les séances, dans les rendez-vous, et je le vois aussi par les dépôts par exemple de signatures à Berne, c'est toujours les mêmes personnes. On a toujours le même groupe de personnes. Par exemple, dernière fois pour le dépôt de l'initiative, eh bien, c'était toujours les 5, 6, 10, 15, 20, 30 personnes, 50 personnes qui sont là, qui traversent toute la Suisse pour venir soutenir le dépôt de l'initiative, accompagner. Et pourquoi ? Parce que les autres sont pas au courant, ou très peu au courant, ou alors informés de manière déformée. Absolument. Alors qu'ils seraient certainement suffisamment courageux pour pouvoir le faire.
Mais comme tu dis, ils ne sont pas informés et ils ne se rendent pas forcément compte des enjeux véritables. Et encore une fois, c'est ce que je décris dans mon article. Bon, il fait 11 pages à 4. On va le partager, Je ne sais pas si on pourra même faire une version audio de ton article. Ça pourrait être sympa de faire une version audio, qu'on puisse le partager dans les podcasts et que les gens puissent l'écouter. Voilà. C'est un moyen de communication. Je pense que tu le feras en vidéo. Oui. C'est quelque chose qu'il faut faire. Et puis on va discuter en privé, on va voir quelles sont les possibilités, les moyens. Et j'invite les gens qui ont des connaissances, des compétences, eh bien à nous contacter, que ce soit toi ou moi, à nous contacter pour proposer leurs compétences, leurs services, afin qu'on puisse en tous les cas de la part de mes connaissances à moi, avoir un média, des journalistes indépendants, intègres, qui puissent et faire avancer le schmilblick, qu'on puisse monter un média qui tienne la route et surtout sans entrave financière, c'est-à-dire sans lien direct avec le système bancaire ou l'État actuellement, c'est-à-dire quelque chose de complètement autonome. C'est quelque chose de fou, mais de réalisable. Je pense que c'est réalisable. Après, c'est une question de volonté des gens de participer à ça et de dire maintenant, voilà, je réagis et j'agis. Et encore une fois, je ne parle pas de manifestation, de violence ou quoi que ce soit. Je parle d'avoir quelque chose de concret qui permette matériellement, financièrement, de poser les jalons d'un média ou d'un média, donc télévision, radio ou même papier, mais qui tienne la route et qui soit complètement indépendant, neutre, entre guillemets, mais neutre, c'est-à-dire avec une charte qui définit que, on est dans un cadre et on n'en change pas. Et ceux qui veulent participer à ça, la porte est ouverte et je crois qu'il va falloir qu'on discute entre gens passionnés de vouloir que les choses avancent correctement pour apporter justement ces changements et surtout l'information. Parce que les médias, faut se les donner actuellement. Ils nous parlent de certaines choses, de certains changements, mais ils n'apportent pas, ils ne laissent pas s'exprimer les gens qui, tout à coup, proposent des solutions concrètes. Ben non, mais c'est normal. Ils sont tenus par la ligne éditoriale des rédacteurs en chef qui sont payés à 80% pour l'État, par l'État. Donc, à partir, encore une fois, qui paye commande. Et il n'y a plus aucune indépendance journalistique aujourd'hui. Tu fais ce que ton employeur te demande de faire, ce pourquoi il te paye. Et il ne faut pas aller chercher plus loin. Donc, tant qu'on n'a pas éliminé des médias, cet intermédiaire financier toxique qui vient détruire le média au service du public, il n'y a aucune chance d'obtenir quoi que ce soit. Alors, on peut le faire par des médias indépendants, mais comment veux-tu lutter contre les 1,3 et quelques milliards que la Confédération j'ai ma petite idée. Collectée par des... écoute, on va en discuter. J'ai ma petite idée, là-dessus et je pense que ça mettrait une claque. En tous les cas, parce qu'il faudra commencer petit au départ. Il faudra commencer notamment par des régions, mais je pense que ça pourrait mettre une claque non seulement aux médias publics, mais aussi à des médias privés qui sont nourris par cette manne publique en partie. 20% des milliards, de 1,2 milliard, va dans la poche de ces médias privés. C'est évident. Voilà, Pascal, sur ces bons mots, on a dévié pas mal de l'idée, entre guillemets, de la monnaie numérique, mais encore une fois, je répète aux gens que tout est lié, absolument tout. Et je me réjouis du prochain épisode de ce grand vol invisible, parce qu'il y en aura un autre. Et là, c'est un sujet justement qu'on a un peu abordé aujourd'hui. C'est l'immunité des élites. Pourquoi sont-elles intouchables? Alors, je vais redonner rendez-vous à Pascal, s'il est d'accord, et puis à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h. Restez à l'écoute d'Electron Libre, rejoignez le groupe Telegram pour la série et partagez surtout vos idées. Et puis n'hésitez pas à soutenir Pascal en achetant son livre. Je crois qu'il est disponible gratuitement sur le site, mais aussi si vous voulez donner un coup de main, vous pouvez le télécharger sur Amazon. D'accord, c'est 2024.
Voilà. Ouais. Pascal, je vais encore, comme d'habitude, te laisser le mot de la fin, le mot de la fin. Et puis, je remercie tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter, là, bientôt pendant 2 heures. Ça fait, presque 2 heures. Et moi, personnellement, je vous dis à vendredi prochain. Et Pascal, à toi le mot de la fin. Très bien, Vincent. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment. Je remercie Radio Électron Libre. Je remercie ta détermination et ta volonté à aller de l'avant. Et je vous donne rendez-vous, si ça vous intéresse, avant les élections du 28 septembre. Et je vous engage à aller sur ma chaîne YouTube aussi. Vous le retrouverez certainement sur Radio Électron Libre. Le podcast, l'article qu'il m'a mis presque une semaine à écrire, une semaine d'investigation pour comprendre les chiffres, comprendre ce qui se trouve derrière cette galaxie de sociétés anonymes qu'aujourd'hui l'État utilise sous contrat avec l'État suisse pour leur permettre de gagner des millions et pour déléguer des pans entiers du service public à des sociétés privées. J'arrête là. Va regarder sur notre chaîne, sur notre site internet. L'article va y être d'ici demain matin ou plus tard. Donc, Vincent, merci infiniment pour me donner cette voix sur ton média. Je me réjouis d'être avec toi vendredi prochain et d'ici là, je te souhaite une excellente semaine.